Mes beaux-parents ont fait dormir ma fille de 8 ans dehors dans une tente, alors que les autres petits-enfants dormaient à l'intérieur parce qu'il n'y avait pas assez de place. Il faisait 1 degré. Elle s'est réveillée en hypothermie. Je ne les ai pas confrontés à l'hôpital. J'ai montré les messages au médecin. Ce qu'il a signalé a fait retirer à mes beaux-parents l'accès à tous leurs petits-enfants, et quand ma belle-sœur. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Quand j'ai vu les lèvres bleues de ma fille de 8 ans, Meadow, dans ce lit d'hôpital, tremblant de manière incontrôlable malgré 3 couvertures chauffantes, j'ai su exactement ce que je devais faire. Mais au lieu de crier sur mes beaux-parents qui l'avaient laissé dehors par un temps de $34 cirque $F, environ $1 cirque $C, j'ai tranquillement tendu au médecin leur message texte. 20 minutes plus tard, les services de protection de l'enfance, DCFS, étaient impliqués. Et dès le lendemain matin, tous les petits-enfants de la famille Brennan leur avaient été retirés. Je m'appelle Rebecca et je vais vous raconter comment les grands-parents de ma fille ont failli la tuer à cause de leur obsession d'avoir un petit-fils. Je suis infirmière scolaire, ce qui signifie que j'ai vu beaucoup d'enfants malades. Mais rien ne m'avait préparé à voir mon propre enfant dans les premiers stades de l'hypothermie parce que ses grands-parents avaient décidé qu'elle ne méritait pas de dormir à l'intérieur. Cela s'est passé il y a 3 semaines, et les conséquences ont détruit toute la famille de mon mari. Mais il faut d'abord que vous compreniez une chose, ce n'était pas une erreur ou une simple négligence. C'était délibéré, et j'ai les messages textes pour le prouver. Ma fille, Meadow, est l'enfant la plus adorable que vous rencontrerez. Elle a 8 ans, adore son sac à dos licorne arc-en-ciel et croit toujours que les gens sont fondamentalement bons. Elle faisait entièrement confiance à ses grands-parents lorsque je l'ai déposée ce vendredi après-midi pour ce qui devait être un week-end pyjama amusant avec ses cousins. Mon mari, Dal, n'a pas pu faire le trajet car il se remettait d'une importante opération du dos suite à un accident sur son chantier. C'était donc moi seul qui conduisais Meadow pendant 2 heures jusqu'à la maison de ses parents, la même maison où Dal avait grandi, où son père, Vernon, chef de police, et sa mère, Judith, directrice de banque, avaient élevé 3 enfants et montraient désormais une nette préférence pour certains de leurs petits-enfants. Maman, tu penses que grand-mère va me faire des pancakes spéciaux cette fois ? M'a demandé Meadow pendant le trajet, sa voix pleine d'espoir mais prudente. Elle les fait toujours spéciaux pour Trevor et Skyler, avec des pépites de chocolat et de la crème fouettée. Mais elle dit que je n'ai pas besoin de tout ce sucre. J'ai serré le volant un peu plus fort, gardant ma voix légère. Peut-être que cette fois sera différente, ma chérie. Mais je savais déjà que cela ne le serait pas, car Meadow avait commis le crime impardonnable dans l'univers de la famille Brennan. Elle était née fille, et pas n'importe quelle fille, mais l'enfant unique de leur plus jeune fils, celui qui était censé perpétuer le précieux nom de famille Brennan avec une maison pleine de garçons. Lorsque nous sommes arrivés devant leur impeccable maison coloniale à 2 étages cet après-midi-là, tous les autres petits-enfants étaient déjà là, 5 cousins au total pour le week-end. Les enfants de Pamela, Trevor et Skyler, 10 et 12 ans, jouaient au basketball dans l'allée. Les garçons de Nolan, des jumeaux de 8 ans nommés Rowan et Flynn, tapaient dans un ballon de soccer sur la pelouse. Judith est sortie, affichant son sourire de grand-mère parfait, celui qu'elle utilisait lors des événements de l'église et des rencontres à l'épicerie. Oh, voici notre petite Meadow. Viens faire un câlin à mamie. Mais même son câlin était différent, rapide, obligatoire, comme cocher une case sur une liste. Lorsque Trevor a couru vers elle, elle l'a attrapé et l'a fait tournoyer, couvrant son visage de baisers. C'est mon beau garçon, mon futur diplômé de Harvard. Vernon a émergé du garage, son autorité, même à 66 ans, rayonnant à chacun de ses mouvements d'ancien chef de police. Il m'a salué d'un hochement de tête, a ébouriffé les cheveux de Meadow distraitement, puis s'est immédiatement engagé avec les garçons dans une discussion sur leurs équipes sportives et leur dernière réussite. Êtes-vous sûr d'avoir assez de place pour tout le monde ? Ai-je demandé à Judith une fois de plus en déposant le sac de nuit de Meadow. 5 enfants, c'est beaucoup. Elle a fait un geste de la main, le balayant. Oh, Rebecca, s'il vous plaît. Nous avons tout organisé. Cette maison a 4 chambres, vous vous souvenez ? Nous avons élevé 3 enfants ici. Mais où tout le monde va dormir exactement ? Arrêtez d'être une mère hélicoptère, ma chère, a-t-elle dit, son sourire se crispant légèrement. Nous gérons des petits-enfants depuis plus longtemps que vous n'êtes mère. Cela aurait dû être mon premier signal d'alarme. La façon dont elle a prononcé « petits-enfants » avec insistance, comme si Meadow était une autre catégorie. Mais Dal m'avait supplié de donner une chance à ses parents de l'aider pendant qu'il se rétablissait.
Et j'étais épuisé de travailler des doubles quarts pour compenser son manque à gagner. Alors j'ai embrassé Meadow pour lui dire au revoir, lui ai dit d'être sage et d'aider ses grands-parents, et je suis parti en voiture. J'ai quitté ma petite fille, la laissant entre les mains de gens qui allaient l'enfermer dehors par un temps proche du gel, tandis que tous les autres petits-enfants dormaient au chaud à l'intérieur. La dernière chose que Meadow m'a dit était « Ne t'inquiète pas, maman. Je serai courageuse comme papa le dit. » Elle l'a été. Assez courageuse pour survivre à une nuit qui allait déclencher une enquête des services de protection de l'enfance, détruire des liens familiaux et exposer la laide vérité sur la manière dont certains grands-parents choisissent leurs favoris en se basant uniquement sur ce qu'il y a entre les jambes d'un enfant. Mais aucun enfant de 8 ans ne devrait avoir à être aussi courageuse. Aucun enfant ne devrait avoir à frapper à une porte pendant 10 minutes par un froid glacial pendant que son grand-père regarde par la fenêtre et lui dit de retourner dehors. Ce qui s'est passé au cours des 48 heures suivantes a tout changé. Et lorsque ma belle-sœur Pamela a vu la séquence de la sonnette montrant ma petite fille suppliant d'entrer pendant que son père lui disait d'être une grande fille et de retourner à sa tante, elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Mon Dieu, Rebecca, ils l'ont torturée. » Et nous sommes tous restés là à les laisser faire parce que nous ne voulions pas faire de vagues. Mais je m'avance trop. Laissez-moi vous raconter exactement comment 2 grands-parents soi-disant aimants ont failli tuer ma fille à cause de leur idée tordue d'héritage familial et comment leurs propres mots, noir sur blanc dans des messages textes, ont fait s'écrouler leur château de cartes. Et la vie n'avait pas été facile depuis l'accident de Dal sur le chantier il y a 6 mois. Pendant qu'il se remettait de son opération du dos, je faisais des doubles quarts à l'école primaire où je travaillais comme infirmière. Les Brennan avaient toujours été très à cheval sur les choses. Leur maison fonctionnait comme l'ancien commissariat de police de Vernon, tout était planifié et contrôlé. L'accident a tout changé pour notre petite famille. Dal supervisait un projet commercial en centre-ville lorsqu'un échafaudage s'est effondré, écrasant 3 vertèbres dans le bas de son dos. La chirurgie l'a sauvé de la paralysie, mais la convalescence signifiait un arrêt de travail d'au moins 6 mois, de la physiothérapie 3 fois par semaine et une douleur qui le tenait éveillé la plupart des nuits. L'assurance accident du travail couvrait les besoins de base, mais à peine. C'est pourquoi j'ai commencé à prendre tous les quarts de travail supplémentaires que le district scolaire offrait, école d'été, programme parascolaire, même des cliniques de vaccination le week-end. Nous vivions dans un modeste ranch de 3 chambres à environ 2 heures des parents de Dal. Rien de chic, mais c'était chez nous. Et Meadow avait sa propre chambre décorée de ces étoiles phosphorescentes qu'elle avait insisté pour disposer en véritable constellation après son unité de sciences de 2e année sur l'espace. C'était ce genre d'enfant, précis et réfléchi, voulant toujours que les choses soient parfaitement faites. Les Brennan vivaient à Eaglewood, le genre de banlieue où chaque pelouse ressemble à un terrain de golf et où les gens vous jugent d'après la taille de vos haies. Vernon avait été chef de police là-bas pendant 20 ans avant de prendre sa retraite. Et Judith dirigeait la succursale bancaire locale comme son royaume personnel. C'était le genre de personne qui avait une opinion sur tout. Comment vous devriez élever vos enfants, quel parcours de carrière était acceptable, pourquoi avoir des fils était plus important qu'avoir des filles. Rebecca, nous aimerions avoir Meadow pour le long week-end, avait appelé Judith ce jeudi après-midi. J'étais au travail, m'occupant d'un enfant de maternelle qui s'était coincé une perle dans le nez. Tous les cousins seront là. Pamela amène Trevor et Skyler. Et ton beau-frère Nolan amène ses garçons. Le timing semblait parfait. Le week-end du Memorial Day, jour du souvenir, signifiait 3 jours de congé scolaire. Et Dal venait de commencer un nouveau médicament contre la douleur qui l'assommait pendant des heures. Peut-être que le calme l'aiderait à guérir. Mais quelque chose dans mon ventre s'est tordu lorsque Judith a mentionné tous les cousins. Ça fait 5 enfants, Judith. Êtes-vous sûr de pouvoir gérer ? Son rire était sec, presque offensé. J'ai élevé 3 enfants, Rebecca. Je pense que je peux m'occuper de quelques petits-enfants pour un week-end. De plus, Vernon est là pour aider. Et vous savez à quel point les enfants respectent leur grand-père. Respect. C'est ainsi qu'elle appelait le fait que les enfants se taisaient et restaient immobiles autour de Vernon, comme de petits soldats en attente d'inspection. J'avais observé cela se produire à chaque Noël, chaque Pâques, chaque réunion de famille. Les garçons recevaient des hochements de tête approbateurs et des tapotements sur l'épaule. Meadow recevait une caresse sur la tête, si elle avait de la chance. J'avais essayé d'en parler à Dal auparavant, mais il les défendait toujours. Ils sont d'une autre génération, Becca. Papa a toujours voulu que le nom de famille perdure. C'est important pour lui. Plus important que sa petite fille, avais-je demandé une fois. Ce n'est pas juste. Ils aiment Meadow.
Il le montre simplement différemment. Différemment. Comme les cartes d'anniversaire qui arrivaient avec des billets de 100 $ pour les garçons et des chèques cadeaux de 25 $ pour la librairie pour Meadow. Comme les cadeaux de Noël où Trevor recevait un gant de baseball haut de gamme et Meadow des cahiers d'exercices éducatifs. Comme les photos de famille où les garçons étaient au premier plan et Meadow toujours légèrement sur le côté, presque une pensée après coup. Mais Dal souffrait et j'étais épuisé, et peut-être que j'étais trop sensible. C'est ce que je me suis dit en préparant le sac de Meadow ce vendredi matin. Ses pyjamas les plus chauds, des chaussettes supplémentaires, son éléphant en peluche préféré nommé Professeur Peanuts, et le sac de couchage de notre garage parce que Judith avait mentionné qu'il pourrait laisser les enfants camper dans le sous-sol pour s'amuser. Es-tu sûr de vouloir y aller, Baby? Ai-je demandé à Meadow alors qu'elle pliait soigneusement ses vêtements dans son sac de nuit violet. Papa a besoin de calme pour aller mieux, a-t-elle dit, avec une telle évidence que cela m'a brisé le cœur. Et peut-être que si je suis vraiment gentil, mamie et papy m'aimeront autant que les garçons. Ma chérie, ils t'aiment tout autant. Elle m'a regardé avec ses yeux verts sérieux, trop sage pour une enfant de 8 ans. Non, maman, ce n'est pas le cas. Mais ce n'est pas grave. J'ai toi et papa. Pendant le trajet vers Eaglewood, Meadow a parlé avec enthousiasme de ses espoirs pour le week-end. Peut-être que papy lui apprendrait les jeux de cartes qu'il enseignait à Trevor. Peut-être que mamie la laisserait aider à faire ses pancakes spéciaux au lieu de simplement regarder depuis la table du petit déjeuner. Peut-être que cette fois serait différente. J'aurais dû faire demi-tour. Tous mes instincts maternels criaient des avertissements. Mais je les ai ignorés parce que je voulais croire que des grands-parents, même imparfaits, ne feraient pas délibérément de mal à leur petite fille. Je voulais croire que la famille signifiait quelque chose, que le lien de sang offrait un certain niveau de protection et de soins de base. À quel point j'avais tort. À quel point j'étais dangereusement, stupidement dans l'erreur. Samedi matin, 6h47. Mon téléphone a sonné. Le numéro de Judith. J'étais déjà réveillé, assise à la table de la cuisine avec une tasse de café, examinant les factures, tandis que Dal dormait agité dans notre chambre. L'appel matinal a immédiatement envoyé de la glace dans mes veines. Rebecca, tu dois venir chercher Meadow. Elle ne se sent pas bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle a de la fièvre? Elle vomit? Mes instincts d'infirmière se sont immédiatement manifestés. Viens juste la chercher, a dit Judith, son ton sec et agacé plutôt qu'inquiet. Elle fait du cinéma, et cela perturbe le petit déjeuner des autres enfants. Le trajet de 2 heures a semblé en durer 10. J'ai appelé 3 fois pendant le voyage, mais Judith m'a seulement répondu par texto, conduis prudemment. Elle va bien. Elle a juste besoin de sa mère. Mais les mères savent. Nous savons quand quelque chose ne va vraiment pas. Et à chaque kilomètre parcouru, la sensation dans mon estomac empirait. J'ai dépassé la limite de vitesse, pris des raccourcis par des routes secondaires, et me suis garé dans leur allée circulaire à 8h52. Lorsque j'ai franchi leur porte d'entrée sans frapper, la scène m'a figé. Meadow était sur leur canapé en cuir blanc, enveloppé dans ce qui semblait être toutes les couvertures qu'il possédait, tout son corps tremblant violemment. Ses lèvres n'étaient pas seulement pâles, elles avaient une teinte bleue qui a mis ma formation médicale en sur-régime. Les autres enfants étaient à la table à manger, dégustant de hautes piles de pancakes avec des fraises et de la crème fouettée, riant de quelque chose sur le téléphone de Trevor. Que s'est-il passé? Ai-je demandé, m'agenouillant à côté de Meadow, vérifiant immédiatement son pouls. Il était lent, trop lent. Sa peau était glaciale même à travers les couvertures. Vernon se tenait dans l'embrasure de la salle à manger, tasse de café à la main, portant son polo de week-end et son pantalon kaki comme si c'était un samedi normal. Elle a dû attraper quelque chose. Les enfants jouaient tous dehors hier. Mais quelque chose clochait au-delà de l'état de Meadow. Son sac de couchage était entassé près de la porte d'entrée, et quand j'ai regardé de plus près, j'ai pu voir de l'humidité dessus, le genre qui provient de la rosée du matin. Son sac de nuit était là aussi, et ses vêtements à l'intérieur étaient froids au toucher, comme s'ils avaient été laissés dans un espace non chauffé. Où a-t-elle dormi la nuit dernière? Ai-je demandé, bien qu'une partie de moi connaissait déjà la réponse. Judith est apparue de la cuisine, s'essuyant les mains sur son tablier décoré de petits coqs. Eh bien, nous avions un petit problème d'espace. Trevor et Skyler ont pris une chambre d'amis, naturellement, puisque Pamela a spécifiquement demandé qu'ils restent ensemble. Les garçons de Nolan ont pris l'autre chambre d'amis, alors nous avons organisé une belle expérience de camping pour Meadow dans le jardin. Elle a dit qu'elle aimait le camping. Les mots m'ont frappé comme des coups physiques. Vous avez mis ma fille de 8 ans dehors?
Il faisait $34,F la nuit dernière. L'alerte météo sur mon téléphone parlait de température proche du gel. La tante était parfaitement sûre, a dit Vernon, sa voix prenant ce ton d'autorité qu'il utilisait avec les suspects. J'ai utilisé cette même tente lors de mes exercices d'entraînement policier, de qualité militaire. De plus, elle avait un sac de couchage. J'ai saisi le sac de couchage, vérifiant l'étiquette. Il est évalué pour un minimum de $50,F, environ $10,C. C'est un sac d'été de notre garage. Avez-vous au moins vérifié? Lui avez-vous donné des couvertures supplémentaires? Elle avait son pyjama et cet animal en peluche, a dit Judith, défensive. Nous avons vérifié vers 22h lorsque nous avons sorti les chiens. Elle allait bien. C'est alors que la voix faible de Meadow a coupé à travers tout. J'ai frappé à la porte, maman. À minuit, j'avais tellement froid. Je ne sentais plus mes orteils. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception du bruit des fourchettes qui cliquetaient sur les assiettes dans la salle à manger où les garçons continuaient de manger leurs pancakes spéciaux. Que veux-tu dire par tu as frappé? Ai-je demandé doucement, caressant son front glacial. J'ai eu tellement froid que mes dents faisaient du bruit, comme si elles claquaient, mais je ne pouvais pas les arrêter. Alors je suis venu à la porte arrière et j'ai frappé. Papy est venu après un moment. Il a ouvert la porte et j'ai demandé si je pouvais juste entrer pour me réchauffer un peu. Le visage de Vernon est devenu rouge. Elle avait besoin d'apprendre à être forte. Tout ce maternage, c'est pourquoi les enfants d'aujourd'hui sont si douillets. Elle a 8 ans, ai-je crié, perdant enfin le contrôle. Qu'avez-vous fait quand elle a frappé? Les yeux de Meadow se sont remplis de larmes. Il a dit que je faisais mon bébé et que je dérangeais le sommeil de tout le monde. Il a dit que les garçons ne se plaindraient jamais comme ça. Il a dit que je devais retourner à la tente et être une grande fille. Alors je l'ai fait. J'ai essayé, maman. J'ai essayé d'être courageuse comme papa le dit toujours. Mes mains tremblaient lorsque je l'ai soulevé. Les 60 livres, environ 27 kg, de son corps frissonnant. Nous allons à l'hôpital tout de suite. Oh, Rebecca, ne sois pas si dramatique, a dit Judith. Elle va bien, juste un peu frisquette. Un peu frisquette? Regardez ses lèvres. Regardez ses ongles. C'est de l'hypothermie. Judith, c'est ce que nous voyons chez les sans-abri qui dorment dehors, pas chez les petits-enfants qui rendent visite à leurs grands-parents. Alors que je portais Meadow vers la porte, Trevor a appelé depuis la salle à manger, « Est-ce que Meadow va bien, tante Rebecca ?» Avant que je puisse répondre, Vernon a dit, « Elle va bien, mon garçon. Simplement pas aussi robuste que vous les garçons. Certains enfants ne sont pas faits pour l'aventure. » C'est à ce moment-là que j'ai remarqué que le fils de Pamela, Skyler, avait l'air mal à l'aise, poussant ses pancakes sur son assiette. Plus tard, j'apprendrai qu'il avait lui aussi entendu Meadow frapper. Il s'était même levé pour la laisser entrer. Mais Vernon l'avait arrêté, disant que de rester dehors lui forgerait le caractère. 5 enfants dans la maison, 4 lits à l'intérieur, une tente dans le jardin. Le calcul était simple et cruel. Aux urgences du Riverside Medical Center, le docteur Colany a confirmé une hypothermie modérée. C'était une femme d'une quarantaine d'années avec des yeux gentils et des mains fermes qui a parlé doucement à Meadow tout en commandant des couvertures chauffantes et des fluides intraveineux chauffés. Tandis que l'équipe médicale s'affairait à faire remonter la température corporelle de Meadow en toute sécurité, surveillant son rythme cardiaque pour toute irrégularité dangereuse, le docteur Kani m'a prise à part pour les questions d'admission standard. Combien de temps a-t-elle été exposée au froid? Environ 9 heures, ai-je dit, ma voix creuse et mécanique. D'environ 21h à 6h du matin. Mes beaux-parents l'ont forcée à dormir dehors dans une tente pendant que 5 autres petits-enfants dormaient à l'intérieur de la maison. L'expression du docteur Kulani a immédiatement changé. Son calme professionnel s'est fissuré juste assez pour montrer une véritable alarme. Ils l'ont forcée? Pouvez-vous développer? Était-ce une forme de punition? Ils ont dit qu'il n'y avait pas assez de place à l'intérieur. 2 chambres d'amis pour 5 enfants. Alors ils ont mis ma fille dehors par un temps de $34,F avec un sac de couchage d'été. Et où dormaient les adultes? Dans leur chambre principale, à l'intérieur, au chaud. Elle a pris des notes sur sa tablette, sa mâchoire se crispant. Madame Brennan, je dois vous poser des questions difficiles. Meadow a-t-elle déjà été soumise à un traitement différentiel? Y a-t-il un schéma? C'est à ce moment-là que j'ai pris la décision qui allait tout changer. J'ai sorti mon téléphone, mes doigts fermes, malgré la rage qui montait dans ma poitrine. J'ai des messages textes, des mois d'entre eux.
Laissez-moi vous montrer exactement quel genre de personnes ont laissé mon bébé gelé dehors. La première capture d'écran datait d'il y a 3 mois. Un message que Judith avait envoyé à Dal et qu'il m'avait montré lors d'une dispute concernant les plans de Noël. Dal, nous devons parler de votre situation. Meadow est une gentille fille, mais elle ne portera pas le nom Brennan. Les garçons de Pamela sont l'avenir de cette famille. Tu dois essayer d'avoir un fils avant qu'il ne soit trop tard. Le suivant venait de Judith à sa sœur, que Pamela m'avait transmis en toute confidentialité le mois dernier. J'achète des cadeaux pour les garçons au magasin d'articles de sport et je prends quelque chose d'éducatif pour Meadow au magasin de fournitures pour enseignants. Elle n'a pas besoin des mêmes choses que nos vrais petits-enfants. Ce serait du gaspillage. Le visage du docteur Kulani est devenu rigide en lisant. Madame Brennan, y en a-t-il d'autres? J'ai fait défiler jusqu'au message qui faisait trembler mes mains de fureur. Il datait de la semaine dernière, dans un groupe de discussion entre Judith et Vernon, où Vernon m'avait accidentellement incluse avant de me supprimer rapidement. Vernon, Rebecca veut savoir pour les arrangements de couchage pour le week-end. Ne lui parle pas encore de la tante. Elle va juste faire des histoires. Meadow n'a pas besoin de ce dont les garçons ont besoin. Elle n'est de toute façon pas vraiment une Brennan. Pas de la manière qui compte. Mais le pire, celui qui a scellé leur destin, était de vendredi soir. Meadow avait joué avec l'iPad de Vernon plus tôt dans la journée et avait vu la notification apparaître. Elle l'avait lu et venait de m'en parler dans le lit d'hôpital, sa voix petite et confuse. Mettez la fille dehors. Les vrais petits-enfants ont besoin des chambres. Elle ira bien. Les enfants dormaient dans des conditions pires à mon époque et en sont sortis meilleurs. Cette mollesse est la raison pour laquelle Dal n'a réussi à nous donner qu'une seule fille au lieu de fils. Le docteur Kulani a posé sa tablette et m'a regardé droit dans les yeux. Madame Brennan, je suis tenu de signaler cela. Cela constitue une mise en danger d'enfant et potentiellement un abus discriminatoire. La combinaison d'abus émotionnels et de mise en danger physique d'hier soir nécessite une intervention immédiate. Je dois contacter les services de protection de l'enfance, DCFS, immédiatement. Faites-le, ai-je dit sans hésitation. Signalez tout. Êtes-vous sûr? Cela déclenchera une enquête complète. Tous les petits-enfants seront interrogés. J'ai pensé aux lèvres bleues de Meadow, à son corps tremblant, à sa petite voix disant qu'elle avait frappé à la porte à minuit seulement pour être renvoyée. Ma fille aurait pu mourir hier soir. Elle souffre d'hypothermie légère parce que ses grands-parents ont décidé qu'elle ne méritait pas de dormir à l'intérieur. Alors, oui, je suis sûr. Signalez tout. Le docteur Kulani a hoché la tête et a décroché le téléphone de l'hôpital. En quelques minutes, elle parlait à un agent d'admission du DCFS, lisant ses notes médicales. Femme de 8 ans, température corporelle centrale de $94.2 F, environ $34.5 C, à l'arrivée. Hypothermie modérée secondaire à une exposition au froid pendant la nuit. Le tuteur rapporte que l'enfant a été enfermé dehors pendant que les autres enfants restaient à l'intérieur. Preuve d'un schéma de discrimination et d'abus émotionnels via des messages textes documentés. Pendant qu'elle passait l'appel, je me suis assise à côté du lit de Meadow, lui tenant la main qui se réchauffait. Elle m'a regardé avec ses yeux verts confiants et a demandé « Maman, j'ai fait quelque chose de mal? C'est pour ça que j'ai dû dormir dehors ?» Non, mon bébé. Tu n'as rien fait de mal. Mamie et papy ont fait un très mauvais choix, et maintenant d'autres adultes vont s'assurer qu'ils ne le fassent plus jamais. Dal est arrivé à ce moment-là, ayant conduit lui-même, malgré les ordres du médecin contre la conduite post-chirurgie. Il est entré en boitant à l'aide de son déambulateur, le visage gris de douleur et de panique. Quand il a vu Meadow